Bonjour à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2018. On va commencer sans trop perdre de temps, hein, voilà, tout simplement pour pas blablater pour rien. Donc je vous ai mis sur le setup overview, donc pour qu'on regarde un peu ce qui se passe globalement sur l'ensemble des marchés. Donc tout ce qu'on peut constater, c'est que côté chinois, ça se reprend en gap à la hausse donc ce matin pour la nouvelle année. Petit gap à la baisse en zone européenne. Donc en gros, en fait, on reste, si vous le constatez, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, on reste dans le schéma typique de ce qui s'était donc produit en fin d'année. Donc des indices américains qui bottent en touche, qui restent au milieu entre des indices chinois qui se reprennent de façon technique pour l'instant, puisqu'on est donc sur des indices qui avaient fortement baissé pendant un moment. Hein, je parle donc du Hang Seng, du Shanghai Composite. Donc ces indices se reprennent juste pour l'instant de manière technique, sans que ce soit pour vraiment retour à un nouveau rallye haussier. On a donc le FTSE qui se rattrape, hein. De toute façon lui il a eu une année merdique comparé aux autres indices à cause de la pression sur la devise. Euh, et donc, nos indices européens, toujours tirés en bas, un peu pénalisés par un euro qui est utilisé évidemment comme devise pour un petit peu refuge, un peu entre guillemets, ce qui permet donc aux indices américains, eux, de rester soutenus un petit peu entre les deux, puisque le fait que l'euro monte par rapport au dollar rend les capitaux américains un petit peu plus attractifs, les capitalisations américaines un petit peu plus attractives que les européennes, donc on a un léger flux de capitaux qui sort de la zone euro pour arriver en zone US qui du coup elle est plus ou moins soutenue entre acheteurs et vendeurs, toujours en lévitation sous ses résistances mensuelles. Mais je vous le rappelle que jusqu'à preuve du contraire, en fin de semaine dernière, on a donc eu cassure d'un support daily avec un signal de vente weekly, ce qui théoriquement nous laisse à penser que c'est plutôt vers les supports maintenant qu'on devrait se diriger côté américain, mais évidemment toute propension gardée. Par rapport à ces choses-là, ce ne sont que des probabilités. Bon voilà, donc ça c'était pour vous faire le tour d'horizon un petit peu donc de ce qui se passe. Sur les devises, rien de bien croustillant à se mettre sous la dent puisque j'ai envie de dire, c'est presque le principe de la rotation sectorielle qui se met en place entre tous les indices et du coup, c'est les devises qui servent de catalyseur dans ces mouvements. Donc il suffit que demain, les Américains se mettent à chuter en ligne droite et vous allez voir un euro-dollar qui va rebaisser fortement. Donc voilà, je pense que là, pour l'instant, les devises, c'est difficilement anticipable. Même le GBP, on va faire un point dessus, on va voir un peu ce que les indicateurs nous disent. Allez, je vous propose donc de passer sur les graphiques habituels. On va purger le Bitcoin d'entrée de jeu, puisque de toute façon, c'était en gros la seule chose intéressante en cette fin d'année. Déjà parce que c'était la seule qui cotait pendant la période de fête. Donc voilà, le Bitcoin, donc comme je vous l'ai dit, je vous le débrief, mais normalement, si vous avez suivi toutes les aventures sur Twitter et compagnie, je vous ai donc décrit à quel moment je suis rentré, pourquoi, sur quel signal. Voilà, donc en gros, j'avais raté les signaux de vente ici, qui étaient ceux qui étaient à prendre, ceux sur lesquels, si vous avez eu la possibilité de vendre ces niveaux-là, vous êtes quasiment avec un risque zéro. Maintenant, pour l'instant, il y a eu un signal de rattrapage ici dans lequel je suis rentré pratiquement au perfect price. Moi, je suis rentré au-dessus des 14 000, je ne sais plus exactement. Mais en gros, je suis rentré par là. Donc, à un très bon prix pour l'instant. C'est trop tôt pour se mettre en break-even. Mais voilà, moi je pense que ce sera pour bientôt. En fait, moi la seule chose que j'attends, c'est qu'on arrive à basculer sous ce prix-là. C'est-à-dire qu'en fait, si vous comprenez, j'ai mis une petite zone de trading neuneux ici. Attendez, bon, on va se mettre en grand écran, hein, voilà. Moi j'ai mis donc une zone de trading neuneux ici sur cette dernière impulsion, enfin sur cette dernière vague de retracement à la hausse. Et donc pour moi, on reste dans le cadre technique. Déjà d'une part, tant qu'on n'arrive pas à casser ça, c'est-à-dire que là, voilà, je vous ai construit le canal, hop, voilà. Donc tant qu'on repasse pas le haut du canal, pardon, attendez. Hop, pardon, moi je ne sais pas trop à quel moment ça a coupé. Donc voilà. Ce qui m'importe, c'est que tant qu'on reste dans ce canal, donc vous voyez pour le moment on revient chercher à chaque fois la partie haute, mais les creux et sommets sont de plus en plus bas. Donc pour l'instant, soit on casse ce canal, on va invalider ma position ici, très probablement derrière chasser le stop. Je déclenche mon stop que ici, hein, je respecte le scénario jusqu'au bout. Ce serait évidemment un mauvais signe qu'on se mette à casser ici. Théoriquement, ça voudrait dire qu'il faudrait que je divise le levier de ma position par deux, mais comme je suis sur le levier minimum qui peut m'être offert par les CFDIG, je ne peux pas rediviser. Donc je ne vais pas recouper la position, je la laisserai, hein, voilà, de toute façon c'est pas une grosse perte, comme je vous dis, si je monte là, je ne perds même pas 1%. Donc voilà, je vais rester dans la position, mais un mauvais signal, ce serait évidemment qu'on sorte de cette oblique baissière entre 0.2 et 0.4. Voilà, si on devait briser ça par le haut, ce serait plutôt mauvais signe, surtout que là on est théoriquement en train de construire un momentum qui pourrait être haussier, donc si on a momentum et prix haussier, je pense que cette résistance pourrait être franchie pour aller rechercher probablement les niveaux d'invalidation, mais pour l'instant on est toujours dans le cadre de
ce scénario. Donc je vous dis, j'ai mis une zone de trading neuneux, donc tant qu'on ne casse pas la zone de vente du trading neuneux et l'oblique, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt baissier. Mais pour pouvoir se mettre à break-even, je pense qu'il faut qu'on arrive à glisser au moins sous ce deuxième niveau intermédiaire et qu'on arrive enfin à se diriger vers la zone de support. Comme ça, une fois qu'on se dirige vers la zone de support, on sait que la zone de vente a bien rejeté les prix. Elle l'aura rejeté du coup 2 fois de suite. Voilà, ce qui sera très positif. C'est-à-dire que si on rejette 2 fois qu'on se dirige en zone basse, soit la zone basse paye, on se met à break-even et derrière on se fait chasser à break-even, soit la zone de support ne se fait pas, on casse ici et alors là on casse ce bottom et celui-là en même temps et je vous dis derrière ce sera probablement en ligne droite jusqu'au canal, petit soutien et accélération baissière à nouveau. Donc voilà, pour l'instant, toujours un petit peu en suspens sur le Bitcoin. On se maintient tant bien que mal au-dessus de cette oblique, mais en dessous du canal de la vague 2. Donc en fait, si vous voulez simplifier, pour moi, le schéma graphique technique dans lequel on se trouve, eh ben, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 2 obliques, les prix oscillent entre les deux, et tant qu'on est là-dedans, c'est de la neutralité pure. Au-dessus, c'est plutôt retour haussier, chasse du stop des vendeurs, et après, je ne sais pas trop ce que fera le Bitcoin, mais on sera hors du cadre du scénario anticipé, donc il faudra sortir et accepter de laisser son stop au marché pour éventuellement rechercher des ventes, mais plus tard. On ne sera donc pas dans le même constat que celui qu'on chercherait. On pourrait, voilà, si je vous dis, j'anticipe, si on se fait invalider, pour moi, le schéma technique sera celui d'un ABC, ABC, ABC. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on aura fait une nouvelle consolidation, mais je pense qu'il faudra accepter de laisser son stop par là pour essayer de retrouver une vente, probablement vers les 17-18 000, la zone de prix qu'on voulait initialement en fait. Et essayer de retrouver une vente là, et on aura donc fait une consolidation étendue, une conso à plat en fait. Et derrière, on pourra retrouver des ventes ici pour jouer la deuxième leg baissière, évidemment. Mais pour l'instant, voilà. Dans le cadre technique qu'on a, on peut avoir plein de choses. On est dans une structure de consolidation, donc c'est très difficile à anticiper. Si on n'a pas trouvé notre point B ici, on le trouvera peut-être ici. Si ça se trouve, on est en train de faire un A, B, C, D, E, c'est-à-dire qu'on fera un triangle avant de chuter éventuellement. Donc voilà, il faut rester prudent, je pense, quant au développement du Bitcoin, mais il y a un cadre technique qui est toujours valide et qui pourrait catalyser une très grosse baisse, donc jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas question de sortir de ce scénario. Voilà pour le Bitcoin, donc je pense des ventes, trop tôt encore pour sécuriser si comme moi vous n'êtes rentré que sur le rattrapage. Par contre, si vous êtes rentré ici, je pense que le stop peut être abaissé ici. Comme ça, vous passez en stop win, il n'y a plus de perte. Voilà. Je pense que ça peut être fait. Voilà. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je pense que le niveau d'invalidation le plus proche qu'on puisse considérer, tout en restant dans le cadre du scénario, c'est de se placer donc au-dessus de ce sommet, avec une petite marge quand même, pour des notions de spread. Mais voilà, je pense que ici, c'est le plus agressif des stops qu'on puisse mettre. Le mieux, c'est vraiment de rester là, au-dessus de ce sommet-là. Mais évidemment, c'est un stop plus large. Donc je dirais, si vous n'êtes pas en confort avec votre position, le mieux que je puisse vous proposer pour respecter un money management viable, c'est de placer un stop à 14 500. Voilà, d'abaisser le stop à 14 500 en win, et comme ça, vous ne stressez pas, vous ne passez pas vos journées à regarder ce qui se passe sur le Bitcoin, vous laissez l'actif faire son job, et après, soit il vous invalide, soit il valide le signal. Pour l'instant, voilà, aller plus bas que ça me semble déraisonnable pour positionner son stop. Et mettez une alerte sur cette oblique. Voilà, puisque si on franchit l'oblique avec des clôtures, voilà, là vous pouvez commencer à regérer, à réapprécier votre risque. Tout ce qui se passe entre, c'est du bruit, donc pas d'intérêt quel qu'il soit. Allez, on bascule donc sur les indices américains. Voilà, on va commencer par le S&P, ensuite on fera un petit tour quand même sur le DAX. Donc le S&P 500 qui a donné un signal de vente assez net. Donc je vous rappelle le contexte sur le S&P 500, c'est donc l'impression de ce signal de TP. Donc jusqu'à preuve du contraire, une zone de trading neuneux qui devrait se mettre en place entre le dernier signal de soutien bullish et ce TP, puisqu'on a eu quand même un gros mouvement de prix sur cette zone-là. Donc il me semble logique, entre guillemets, qu'on ait besoin de ranger cette zone. Donc déjà, il faut ressortir de ça par le bas pour vraiment déclencher un signal. Normalement, on aurait au minimum à aller chercher 2644 pour valider l'ouverture de cette zone de trading neuneux. Et il faudrait donc arriver à basculer sous ce prix, revenir éventuellement tester 2665, puis se diriger vers 2590. Voilà, pour moi, c'est le scénario actuel que je mets en place sur les indices américains. Ça a été validé par la clôture sous ce support, donc ici, le support daily. Vous avez dit que c'était un peu agressif de le tenter par là. Moi, je l'ai tenté, je me suis pris un petit stop.
J'ai pas eu de signal de vente ici, puisqu'on avait imprimé une tendance haussière. Donc j'ai dit, moi je reste pragmatique, j'attends. Tant qu'on est sous une tendance haussière, je ne peux pas vendre. Donc j'attendais soit d'avoir un signal de fin de cette tendance, soit un breakout baissier. C'est le breakout baissier. Donc là, en gros, si vous voulez, regardez ce qui se passe sur les derniers jours. Donc on avait ces systèmes en soutien par des obliques. Ça a un petit peu bougé, hein, mais voilà, vous les avez là, elles sont assez nettes. Donc voilà, oblique, cassure d'oblique, breakout baissier. Marché vient chercher la target, il veut pas, il remonte, boum, break haussier. Donc je vous dis, c'est à partir de là, moi j'ai réduit la voilure sur ma position et je me suis fait stopper le reste ici. Parce que break haussier après un break baissier, on réintègre l'oblique qu'on avait cassé. Donc c'est pas juste un signal de break sine wave, on avait bien l'occurrence technique qui validait ce break, puisqu'on breakait bien une oblique de support. Et ensuite, donc on la réintègre, le marché se contente pas simplement de la réintégrer, il accélère derrière et il imprime une tendance haussière. Donc si vous vendiez ici, pour moi, je suis désolé de vous le dire, mais c'était pas justifié ni justifiable. C'est-à-dire que soit vous vendiez très agressivement un haut de range, mais dans ce cas-là, il fallait avoir des signaux, et pour moi, il n'y en avait pas. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, moi, en tradant et en respectant la stratégie des indicateurs, rien ne vous permettait de trouver ce sommet, tout simplement parce que c'était extrêmement agressif de trader contre une tendance haussière. Donc jusqu'à preuve du contraire, il ne fallait pas le faire. Mais par contre, quand on a basculé en breakout en fin de journée, donc pour moi, ça donne un signal. Là, on vient d'invalider le break haussier. Donc j'ai envie de dire, pour moi, ça reste neutre parce que quand vous avez ce genre de système-là, break baissier, break haussier, re-break baissier, c'est qu'on est dans un marché qui cherche un petit peu dans quel sens il veut bouger. Évidemment, j'ai envie de dire que dans ce cas-là, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est d'aller regarder ce qui se passe sur le T supérieur. Donc je dirais qu'on est neutre et dans un bruit de marché assez évident tant que on n'arrive pas à installer une tendance baissière, mais c'est ce qui a le plus de chances d'arriver puisque en daily, c'est plutôt du signal baissier et ça a en plus été confirmé sur la bougie de vendredi. Donc j'ai envie de dire, normalement, c'est un signal bearish. Maintenant, on ne peut pas rentrer très très agressivement non plus. Ça me semblerait trop prématuré de mettre beaucoup de levier pour l'instant, étant donné que quand on voit ce système de breakout successifs assez bruyant, voilà, moi je resterai modérément exposé, mais il est évident, vous l'aurez compris, j'ai repris une vente vendredi dernier, hein, voilà, avant que les cotations se terminent. Je vous l'ai dit, en plus ça m'intéresse sur le S&P 500, donc moi j'ai revendu là, j'ai pris mon TP partiel ici, 2670, j'ai un stop payé jusqu'à 2692, donc je suis de nouveau à la vente sur le S&P 500 avec un levier modéré et pour l'instant ça me va très bien. Je pense qu'il est encore un petit peu tôt pour commencer à crier victoire, donc je dirais prudence, mais plutôt un directionnel baissier pour ma part sur les indices américains. Allez, le DAX. Donc là aussi, toujours le même contexte. Je pense qu'on se dirige dans une correction en 2 temps au minimum ici, c'est-à-dire un sommet, un creux, un sommet et on va jouer une extension. Voilà, pour aller chercher ce TP, mais on va aller le chercher plus bas. Donc je dirais que le DAX reste baissier jusqu'à 12 006, éventuellement une poursuite jusqu'à 12 420. Je vous dis, si les US commencent à pousser la chansonnette un petit peu plus violemment, on pourrait avoir des baisses un petit peu plus marquées sur les indices européens. Ça ne me surprendrait pas. Par contre, et je vous le dis tout de suite, ça semble pour moi totalement incompatible avec un euro-dollar haussier. Donc je ne suis pas haussier sur l'euro-dollar et je le maintiens. Je pense que les indices européens vont réduire la voilure sur la baisse et que comme les indices américains pourraient eux dans le même temps accélérer, logiquement, vous l'avez compris, l'euro-dollar devrait pour moi rebaisser. Donc je reste évidemment toujours plutôt baissier sur l'euro, par rapport au dollar, mais surtout par rapport au yen. Voilà, c'est-à-dire que je reste baissier euro-yen jusqu'à preuve du contraire. Pour l'instant, je n'ai pas encore déclenché mes stops. Je surveille de très très près, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de mon invalidation, mais pour l'instant je n'y crois pas, donc je reste en position. L'XAUUSD, voilà, je vois que ce matin on dépasse sans problème les 1308 qui était notre dernière résistance, donc j'ai envie de dire pas de soucis, c'est aussi, on va en parler rapidos aussi, mais voilà, bon, hein, je ne peux pas vous faire mieux, si ça c'est pas un V-bottom, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, pour moi on a un gros V-bottom sur le gold, il n'y a pas la moindre prise de profit ici, il n'y a que des partiels comme moi je l'ai fait, donc j'ai envie de dire que les prix sont partis pour s'envoler tout simplement. Au mieux, on aura un petit pullback sur cette oblique dans quelques jours, semaines, voire pas nécessairement. Quand vous avez un truc comme ça, momentum qui passe du plus bas au plus haut en même pas 10 bougies, et que là, on reste scotché au sommet, moi j'ai envie de dire qu'il y a tout ce qu'il faut de toute façon pour que ça explose. Donc je pense que voilà, soit on va carrément tout de suite chercher la zone des 1440, parce que pour moi, il n'y a pas de résistance vraiment avant cette zone de prix. Voilà, là, Sunwave nous met un niveau à 1370, donc je surveillerai ce niveau à 1370. Maintenant, je vous dis, rien ne m'invite à penser qu'on puisse s'arrêter là. C'est-à-dire que là, c'est un niveau de target,
D'accord, vous voyez, c'est un niveau en gris. Donc j'ai envie de dire, pour moi, tant que... Enfin, si on arrive à installer les prix au-dessus de ça, ça veut dire tendance haussière. Donc moi j'ai envie de dire, normalement on pourrait, je pense, venir ici, pousser à la divergence, faire un petit repli, pousser à 1440. Ici on prend ses bénéfices sur le gold et basta. Voilà. Moi en tant que scénario, c'est un peu ça que je jouerais. Donc je dirais, on dépasse la target, on pousse à la divergence et puis voilà. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire 1400, un petit repli par exemple à 1350 et puis on vient chercher 1440, ici on prend tous ses profits et puis voilà, et ça aura fait un joli gain quand même sur le gold, hein, voilà, un bon 10-13% sur le gold. Ça me semblerait logique. Mais dans ce cas-là, ce serait plutôt catalysé par un aspect risque et refuge du gold que la baisse du dollar. Parce que pour l'instant, c'est surtout la baisse du dollar qui fait qu'on a une appréciation du gold. Un peu des deux, il y a un peu risque, mais c'est surtout le dollar. Donc je pense que très probablement, au horizon des prochains jours, c'est plutôt l'opposé qui devrait prédominer, à savoir donc plus une sensibilité au risque et à l'aspect refuge du gold qu'une baisse du dollar, puisque je vous l'ai dit, pour moi, l'euro-dollar, je sais que c'est haussier, mais je n'y crois pas. Voilà. Je pense que là aussi, on a un fort risque, si vous voulez. Quand je vois le schéma qu'on est en train de mettre en place, je n'ai pas l'impression que ce soit une vague 1, ça. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on fait ça, ça nous amène beaucoup, beaucoup plus haut que ce que... Je vais vous imaginer, hein, voilà. Regardez, hop, hop. En fait, si on est ici en recherche d'une vague 3... Regardez où elle nous amène la vague 3. Ça veut dire que si elle nous amène, théoriquement, on pourrait venir chercher 1,23 direct, et donc ça veut dire à terme, probablement derrière, un bon 1,25. Pour moi, 1,25, je vous le dis et je le maintiens, c'est pas un bon, enfin, c'est un niveau de prix que la BCE ne peut pas tenir, ne peut pas autoriser longtemps. Donc je pense que la BCE va intervenir de toute façon pour essayer de casser un peu cette dynamique-là. Et je vous dis, il suffit que de toute façon, techniquement, les indices américains lancent une phase de baisse assez agressive, en gros qu'il y ait des prises de bénéfices massives sur le dollar, et vous allez voir que le dollar, tout de suite, il va retrouver des couleurs. Donc on va voir un peu ce truc-là. Moi, jusqu'à preuve du contraire, là, je ne peux plus rester vendeur. Hein. Donc je vous dis, si vous êtes vendeur sur l'euro-dollar, là, là, c'est pas possible, c'est plus possible. Voilà, on franchit la zone de trading neuneux. Donc soit demain, on refait une clôture ici, on invalide, on repasse baissier. Mais si on fait deux clôtures de suite au-dessus des 1,20, là, au-dessus des 1,2018, pour moi, c'est franchissement haussier et on sera dans le cadre technique de ce signal de hausse. Mais si vous voulez, moi, là où ça me gêne, c'est que je me dis, en termes de structure de prix, ça ne correspond pas à une vague 1, ça. Tout simplement parce qu'il n'y a, a que deux vagues. Vous voyez, ça fait A, B, C, et normalement, dans une impulsion haussière, il y a bien trois vagues distinctes, et là, on ne les a pas. Donc je dis, moi, ce que ça pue, pour moi, en termes de schéma technique, c'est ça. C'est que ça pue le A, B, C. Ouais, attendez, je vais vous l'imprimer là, comme ça. Voilà. A, B, C. Auquel on fait suivre non pas une vague de tendance, mais un A, B, C. Ok ? C'est-à-dire que là, on pourrait monter accessoirement chercher un 21 histoire de faire rentrer un maximum d'imbéciles à l'achat. Et derrière, on se remet à baisser dans un ABC. Hop, A, B, C. Et dans ce cas-là, on a fait une correction en flat. Et là, pour le coup, oui, là, je serais prêt à acheter de l'eurodoll sans viser les 1,14. Mais dans ce cas-là, on aura fait une structure de consolidation plus longue. Mais là, pour moi, ça ne prend pas la forme d'une impulsion haussière. Je vous dis, la forme technique en Elliott ne me correspond pas, tout simplement, puisque ici, on n'a pas une impulsion. Je voudrais voir 5 vagues ici, et je n'en vois que 2. Donc, ça me gêne dans ma construction elliottiste. Alors, je peux me tromper, évidemment, mais je n'ai pas envie d'acheter. Voilà, je pense que c'est un piège acheteur et qu'on pourrait très bien échouer dans le haut du range, ne pas réussir à franchir les 1,21 et être forcé derrière de se replier à 1,15. Ce qui veut dire que si vous vous amusez à acheter cette zone des 1,20, il faut au minimum viser un 25 et il faut pouvoir tenir un stop sous un 15. Sous un 14,50 même, j'ai envie de dire. Voire même encore un peu plus bas, c'est-à-dire qu'il faudrait normalement se mettre à un 13 pour être sûr de ne pas être chassé sur un éventuel nouveau repli baissier. Ça reste haussier pour moi l'eurodoll, mais à moyen long terme, et en sachant que là, quand même, on peut très bien avoir donc 2-3 mois de repli baissier, les 2-3 mois qui sont nécessaires pour une conso américaine, c'est-à-dire on se replie une nouvelle fois parce que les indices américains chuteront et chuteront plus vite que les indices européens qui n'ont pas de raison technique de chuter aussi loin que ce qu'ils font. Parce que je vous le rappelle encore une fois, sur les fondamentaux, alors en ce moment, c'est clair que le marché économique, le marché financier se fout complètement des intérêts économiques réels, mais si on se base sur les chiffres économiques, macroéconomiques réels, la zone euro est beaucoup plus dynamique que les US. Donc techniquement, nous, on devrait moins baisser qu'eux, et pourtant,
c'est l'inverse qui se met en place. Donc je vous dis attention, moi je pense que non seulement il y aurait une raison fondamentale à ce qu'on revienne sur l'euro-dollar consolidé plus longtemps et qu'on continue de à installer notre valeur proche des 1,18. Maintenant, je vous dis, entre la réalité économique et la réalité du marché financier, c'est souvent un grand fossé qui se trouve. Donc pas de certitude à ce niveau-là, mais je ne passe pas acheteur d'euros, donc je ne déclenche pas mes stops sur l'euro-yen, vous l'aurez compris. Voilà, je pense qu'on peut avoir ici tout simplement un overshoot dans cette structure en porte-voix. Maintenant, je reste pragmatique. Pour le moment, je n'ai pas de break haussier ni de quoi que ce soit, mais il est évident que ça ne se passe pas très bien. Donc soit il y a un repli très net, on déclenche les signaux de vente sur les indices US, le yen est recherché, l'euro retrace. Et dans ce cas-là, l'euro-yen prendra le double effet qui se coule que j'attends. L'autre possibilité, c'est au contraire, on vient faire un pullback, on réaccélère. Et dans ce cas-là, je déclenche mes stops, c'est clair et net. Mais voilà, ça ne prend pas la forme d'une accélération. C'est-à-dire que Sinewave ne détecte pas d'accélération dans le prix, il n'y a pas de breakout haussier, il n'y a rien du tout. Et le dernier cycle, c'est un cycle bearish. Donc jusqu'à preuve du contraire, on est totalement, en tout cas ce que Sinewave donne comme information, c'est que si on n'accélère pas, au contraire, il va y avoir un contre-pied baissier. Puisque vous voyez que là, on tente le break en horaire. Pas de souci, c'est propre, c'est net. C'est un beau break. On essaie d'installer à la divergence. Il y a l'installation de la tendance haussière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les prix doivent rester haussiers. Si les prix retombent, c'est terminé. En gros, si on repasse là maintenant sous les 1,3480, c'est un signal de contre-pied baissier. Puisqu'on a tenté la tendance haussière. Si on revient ici, Sinewave, il va faire quoi? Il va vous chercher la target du contre-pied. C'est-à-dire qu'il va prendre le niveau de break. Donc du coup, normalement, il va le prendre par là, je pense. Voilà, il va vous prendre le niveau de break, il va vous prendre la plus haute mèche, du coup, puisque là, c'est du contre-pied, et il va vous donner une target vers les 1,3425. Et vous voyez que si on revient à 1,3425 en horaire, on réintègre le schéma du porte-voix, et là, autant vous dire, derrière, c'est plutôt baissier. Porte-voix qui, en fait, prend la structure d'une... c'est comment on appelle, enfin bon, je sais plus, mais c'est une structure de fin de tendance, hein, voilà. C'est-à-dire que si là derrière on réintègre et qu'on ressort par le bas, c'est un renversement de la tendance daily de l'euro-yen qui se mettra en place. C'est-à-dire que là, pour moi, on est bien dans un schéma vague 1, vague 2, vague 3, mais on peut avoir une 4 assez profonde. C'est-à-dire que pour moi, le minimum, ce serait qu'on revienne là, si on a fait la structure en porte-voix, et on peut même théoriquement, je vous dis, repousser jusqu'à l'overlap de la 1 ici. Donc moi, je dirais ici, il faut sécuriser et prendre un peu des profits sur l'euro-yen, mais pas des profits à 100%. Moi, je laisserai un solde vendeur qui pourra éventuellement tirer jusqu'à 122, jusqu'à l'overlap de la 1. Je pense qu'on peut avoir ce genre de truc sur l'euro-yen. L'USD-Yen ne m'intéresse pas. La UDNZD, ça y est, on remonte timidement. On se redirige vers les résistances. En daily, ça m'intéresse bien évidemment. Je vous dis, je veux qu'on arrive à dépasser les 1,1022 pour pouvoir derrière racheter la zone de trading neuneux avec beaucoup plus de confiance. Je voudrais qu'on arrive à passer au moins une mèche au-dessus de ce truc et derrière j'essaierai de repositionner un peu plus de levier. Pour l'instant j'ai un levier supérieur à 1 parce que j'ai toujours une très nette conviction sur cette paire, mais voilà, je passerai avec de nouveaux renforts, avec beaucoup plus de conviction si on dépasse ce niveau et qu'on vient donc activer ma zone de trading neuneux ici à l'achat, où là du coup je pourrais remettre des positions acheteuses. Pour l'instant je reste, je sais plus, je crois que j'ai 2,5 en levier sur ce cross, à vérifier, voilà, si vous voulez absolument savoir, vous me le dites sur Twitter, j'irai regarder. Mais voilà, il me semble que j'ai à peu près 2,5 et je repasserai probablement 3 à 3 et quelques si on fait ce que je vous dis. Passer cette zone-là, revenir chercher un soutien puissant dans la zone base trading neuneux et derrière, j'active le trading neuneux. Donc derrière, TP1, stop break-even ici, TP2 là. Et évidemment, bien évidemment, si on dépasse après la zone de vente, reparti pour un levier pour un fort levier acheteur pour jouer la grosse vague de hausse sur la DNZD. Voilà. Ça, c'est le schéma que vous connaissez. Alors, j'essaie de regarder si j'ai pas oublié des trucs. Donc voilà, Morel et Prom aussi, pareil, ça y est, ça déclenche, on franchit la résistance, donc c'est tout bon. De bons achats sur Morel, donc je suis plus ou moins satisfait de ce scénario-là. Là aussi, ça va déclencher gentiment et il y a de très beaux gains à la clé, je pense, sur ce truc-là. Toutes mes actions américaines ont chuté vendredi. J'attends évidemment de voir ce qu'il en sera aujourd'hui, mais je pense qu'on va déclencher des signaux puissamment baissiers. Pour moi, tout est en train de s'orienter fortement à la baisse. Apple qui ne tient pas et qui tient par contre ce gap baissier en réintégration de cette oblique. Donc j'ai envie de dire que là, tout est direction écart type baissier, franchissement du support, clôture de ce gap. Et ensuite, on verra. Et il y a un beau signal exit. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Donc Apple, pour moi, c'est vraiment short et avec une belle conviction. Donc j'ai renforcé Apple. Je vous dis, je vous le rappelle, j'ai toujours pas menti à ce niveau-là. Je tenais toujours
mes ventes à 161,80 qui étaient par là, parce que j'avais toujours une très nette conviction de dégradation à venir sur Apple. Elle se renforce de plus en plus et donc je remets des positions vendeuses ici puisque là cette fois j'ai un vrai gros signal, j'ai une très forte conviction. Tous mes potes qui achetaient des iPhones, parce que là du coup j'ai pu revoir toute ma famille et il y avait beaucoup d'iPhone addict entre guillemets et ils sont tous passés chez Samsung, tous me disent plus ou moins la même chose, ils en font un peu trop Apple maintenant, c'est too much, voilà, c'est en gros 1100 balles un téléphone, faut pas pousser, voilà, en gros ils me disent tout ça et pourtant ils font pas partie de la clientèle la plus pauvre d'Apple, voilà, pour rester donc voilà, en gros ils ont les moyens de se les payer ces iPhones, mais ils ont un peu l'impression de se faire enculer quand on leur parle d'iPhone 10, donc ils ont dit non, cette fois je prendrai pas la vaseline, je me barre chez les concurrents. Donc voilà, en gros pour moi la clientèle d'Apple n'est pas au rendez-vous, je le sais depuis le premier jour qu'ils vont faire un gros carnage sur cet iPhone 10, mais voilà, jusque là la magie a réussi à opérer, on a réussi à faire croire à des ventes faramineuses. La réalité c'est que quand on va avoir les vrais chiffres à la fin du Q1, enfin là dans les prochains mois, quand on va avoir les chiffres du Q4, vous allez voir la déchantée va être violente et je pense qu'Apple va très probablement perdre jusqu'à 20 à 30% de sa capi assez rapidement. C'est donc le scénario que j'attendais depuis là, mais il y a eu cette phase de connerie globale, on a payé, on ne sait pas trop pourquoi, hein, les chiffres ne sont pas meilleurs sur Apple, on n'attend rien de mieux, et je vous dis, le best-seller iPhone 10 sera probablement la plus grosse merde qu'ils aient jamais sortie. Ils sont réellement en train de perdre leur clientèle hype sur laquelle ils surfaient depuis des années, et malheureusement, vous savez que quand on perd des clients comme ça, ils ont du mal à revenir, surtout quand les concurrents sont moins chers. Donc voilà, pour moi Apple ça va se dégrader, il y a toutes les raisons pour que ça vire au rouge bientôt, donc je renforce. Tesla, même chose, ça fait partie de la super hype qui se fait un peu dézinguer, donc là pareil, je pense qu'on a une oblique de soutien ici qui va créer probablement un petit rebond, mais je pense que voilà, on peut installer une zone de trading neuneux au grand maxi si on arrive à remonter jusque là, mais ça m'étonnerait, je pense qu'on va remonter un peu, et puis, enfin, moi je reste baissier évidemment. Je vise cette zone-là, comme toujours. Donc 230, ça me semble être un bon prix par contre pour acheter du Tesla, qu'aura quand même bien corrigé. Mais voilà, je pense que là c'est un bon prix, là c'était un prix pour crétin quoi. C'est-à-dire c'est un prix de bubule, il fallait franchement être chaud pour payer du Tesla 350 $. Microsoft non, Nvidia à la vente, ça chute bien là aussi, voilà, donc comme je vous dis, un pouf, vous voyez bien la belle conso en 2 temps, j'ai revendu ici, le signal qu'on avait en horaire, hein, ici il y avait un exit en horaire, je vous ai donc dit je revends, donc j'ai revendu et ça baisse, donc c'est parfait, je pense qu'on se dirige au moins là, voire plus si affinité, c'est-à-dire que soit on a déjà fait notre vague 2 ici, 1, 2, et alors quand on fait une petite 2 comme ça où on retrace même pas 50% de la une, c'est qu'on fait une 3 généralement assez baissière. Donc moi j'ai deux solutions. Soit évidemment on fait juste une petite extension, on est divergent ici et les prix remontent, dans ce cas-là je prends mon cash et je revendrai plus fortement ici. Soit carrément il n'y a pas de divergence qui se met en place, on casse le support et alors là dans ce cas-là je pense qu'on se dirige immédiatement vers le suivant. Je vais vous donner tout de suite les extensions. Voilà, hop, hop. Dans ce cas-là je pense que ce serait un 161. Voilà, donc je pense qu'on se dirigerait sur le support ici. Donc deux solutions, voilà. Soit ici, il y a une divergence et reprise du momentum, et dans ce cas-là, on fait une vague 2 en flat extended, c'est-à-dire qu'on aura fait A, B, C, hop, une vague impulsive ici, mais ça ne marche pas, on retrace A, B, C, D, E, enfin 1, 2, 3, 4, 5, on revient chercher la résistance plus haute, et on revend ici, mais par contre avec un bien meilleur risque ratio rendement, donc ici je pourrais passer avec un bien meilleur levier que je l'ai ici. Voilà, par exemple, pour moi c'est pareil, ça reste baissier, hein. Pour moi c'est bear, mais est-ce qu'on y va direct parce qu'il n'y a plus aucun acheteur et que la conso se lance sur les US et on vend un petit peu tout le package qui a été suracheté pendant les derniers mois, donc Nvidia en fait partie, et surtout si on a un crash du Bitcoin, voilà, à surveiller. Pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, moi, je spéculerais plutôt sur une forte surveillance dans cette zone-là pour un éventuel soutien. Si par exemple, justement, le Bitcoin ne crache pas et que les US montrent une conso plutôt lente et pas d'impulsion baissière puissante. Voilà, on a fait plus ou moins le tour. Je regarde si j'ai pas oublié. Ah oui, le gaz. Voilà. Bon, le gaz, je ne vais pas vous faire de longs discours. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait donc sur le gaz ce matin? Une prise de profit partiel. Ici, puisqu'on arrive sur le haut de la zone de trading neuneux. Donc, je prends mon petit profit partiel ici, uniquement pour racheter sur un repli baissier. Voilà. Mais c'est bullish. Il n'y a aucun stress pour ma part. Je reste très fortement
acheteur de gaz. Et évidemment, je passe full leverage si on s'amuse à recasser tout ça par le haut. Donc si on repasse les 3,15, allez, 3,14, 3,15 à la hausse, je remets le levier que je viens de sortir ici. C'est juste que sur cette petite zone-là, j'ai une conviction un petit peu moindre. J'ai la conviction qu'on peut avoir un retracement, un léger petit retracement. Donc dans ce cas-là, je préfère me repositionner à l'achat sur des niveaux de prix légèrement inférieurs si on me les propose. On est encore très loin de l'échéance, donc il est hors de question de prendre un profit total. J'ai pris 50% de la position ce matin. Voilà. Donc j'ai pris 50% que je remets bien évidemment au-dessus si on franchit la zone. Et donc j'aurais eu un gain un petit peu moindre sur cette portion de prix, mais je pense qu'il y a un risque ici. Donc évidemment, j'ajuste ma stratégie à ce risque. Le VIX. Là, c'est tout bon. Je pense qu'on va rouvrir ce matin avec un VIX bien haussier. Donc, je me serai là aussi bien gavé. La prochaine échéance, je ne sais plus quand elle est. Je crois que c'est le 17. À vérifier. Il me semble que la prochaine échéance est là. Me semble, hein, vraiment. Donc, je vous dis avec des pincettes. Mais il me semble que c'est par là. Voilà. Donc je dirais que pour moi, il n'y a aucun risque jusqu'à la prochaine échéance. On va évidemment lancer une grosse vague de hausse sur le VIX. Ça, je voulais anticiper depuis longtemps. Ça nous avait bien bullish. On a un momentum haussier. On a tout ce qu'il faut pour péter de la résistance. On est bien venu chercher un squeeze, ce qui veut dire qu'on a de très fortes chances d'initier un mouvement durable, c'est-à-dire pas juste un spike. Je pense que cette fois, on va installer une hausse de la volatilité assez durable jusqu'à la zone des 25-30, celle que vous connaissez. Donc là aussi, sur le VIX, je pense que c'est un gain quasi assuré sur la position. Donc je vous le rappelle, moi je suis rentré à 9,6 je crois, voilà 9,6, j'avais mon stop donc vers là. On ne l'a pas touché, je vais bientôt pouvoir le ramener à break-even. Pour l'instant c'est un petit peu trop tôt. Le Bund ça continue de chuter, donc no stress, toujours full short là-dessus. Par contre voilà, je constate qu'on installe un signal bullish, donc ça nous donne une target de sine wave à 159 et c'est une target en support. Donc je dirais qu'une fois qu'on arrive à 159, je reprendrai à nouveau un profit sur le Bund. Évidemment, vous savez que j'ai quand même une nette conviction baissière sur le Bund, donc je ne prendrai pas un profit intégral ici, je laisserai quand même un solde vendeur au cas où je vous dis on bascule sous les 158. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur un cycle bullish, donc on peut trouver un soutien ici, alors que si on avait trouvé un breakout baissier, pour l'instant il n'y a pas de break, mais attention, si on accélère fortement, Sinewave peut considérer ça justement comme un break. On peut breaker un cycle bullish uniquement si le cycle précédent est un cycle bear, mais il faut qu'il y ait une très forte accélération sur les bougies. Je vous le dis par rapport aux conditions que Sinewave requiert pour un breakout baissier. C'est-à-dire que là, pour vraiment installer un break baissier, il va falloir que les prix chutent fortement avec des bougies très directionnelles qui tiennent des clôtures tout en bas, sous les écarts types. Voilà, il faut qu'on ait vraiment une accélération baissière puissante pour que ceci soit considéré comme un break et que dans ce cas-là, on n'ait pas de soutien potentiel vers cette zone des 159. Voilà. Mais sinon, là, en l'état, ce que Sinewave nous dit, c'est qu'il y a quand même du soutien acheteur dans ce marché et que du coup, on pourrait trouver un soutien dans toute la zone, sur tous les supports intermédiaires qui pourraient se trouver ici. Et j'en vois pas évidemment avant cette zone-là. Et je dirais que voilà, par exemple, 159,70 peut être une zone qui peut constituer un support. Voilà, par là, 159,50. Donc, si on arrive ici, qu'il y a des signaux d'achat, théoriquement, Sinewave est toujours dans un soutien acheteur. Donc, il faudra prendre un profit partiel ici pour éventuellement, du coup, je vous dis, revendre plus haut. Mais je pense qu'il faudra sécuriser partiel ici si Sinewave ne trouve pas d'accélération de prix suffisante pour catalyser un break baissier. Voilà ce que j'ai à vous dire. On a fait le tour. Le Hang Seng, voilà, donc on va quand même en parler. Je me prends un stop sur le Hang Seng. Vous savez, je l'avais vendu. Donc je me bouffe un stop, c'est clair. Maintenant, pour aller jusqu'où, je ne sais pas. Voilà. Ce que Sinewave me dit, c'est en gros ici une structure de break. Mais quand vous voyez, je vous l'ai toujours dit, il faut bien. Sinewave, il vous dit des choses, mais il faut quand même toujours trouver des récurrences. Quand Sinewave vous met break, il faut qu'on ait une structure breakée. Donc voilà, moi ici la seule structure que je voyais en break c'était ça, c'est-à-dire ici, pouf, on break, on accélère, donc ça valide bien le signal Sinewave. Sinewave vous dit qu'il y a un risque de break, mais il faut casser quelque chose. Voilà, là on cassait le plus haut et en plus on cassait cette oblique. Le fait qu'on les réintégrait derrière faisait que pour moi ça c'était plutôt un cycle bull qui aurait trouvé du coup un renfort vendeur derrière. C'est pas le cas. On a donc un marché qui serait apprécié en Chine. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Je préfère être honnête avec vous. Ce signal d'achat n'est pas valide. Il n'y a pas de confirmation momentum. Mais pourtant, les prix là s'apprécient fortement. Moi, je préfère déclencher mon stop. Maintenant, est-ce qu'on est parti pour vraiment casser quelque chose? Moi, j'ai envie de dire non. Éventuellement, essayer de jouer au con là-haut, pourquoi pas. Mais ce qu'on risque surtout maintenant, avec ce genre de structure sur les prix,
et surtout un accès au crédit à son paroxysme en Chine, hein, puisque la Banque centrale de Chine est en train d'injecter des quantités astronomiques de liquidités dans le marché, plus que le marché n'en ait jamais connu de toute son histoire, hein, même pendant les QE de la Fed. Ben voilà, là c'est la Banque centrale de Chine à elle seule fournit quasiment 70% de la liquidité injectée chaque mois dans le marché. Donc c'est un truc astronomique et il joue avec le feu en Chine. Maintenant, je vous dis, tant qu'il y a la confiance dans le marché, il n'y a pas de risque sur le crédit. C'est toujours pareil. Je dis 2018, ça va se il y a de très gros risques sous-jacents et je vous ai dit les risques pourront se catalyser sur deux domaines, soit sur les devises, soit sur l'aspect crédit et sur l'aspect taux. Donc vous avez les taux en Chine, les taux interbancaires qui sont en train de s'envoler, mais on est vraiment en train de parler d'une envolée dramatique et dangereuse. C'est-à-dire que pour le moment, ça reste sur le taux interbancaire. Si ça s'amuse à passer sur les autres taux, quand on a autant de liquidités à crédit dans un marché qui est complètement manipulé par la Banque centrale, je vous dis, attention à ce qui peut se passer. C'est un éclatement de bulles de crédit qui risque en Chine, et si on a un éclatement de bulles de crédit en Chine, je vous l'ai toujours dit, avec le niveau de liquidité mondiale et la répartition de ces liquidités, puisque c'est de la liquidité chinoise qui est injectée, mais dans le marché global, ça n'achète pas que des indices chinois, la liquidité injectée par la PBOC. Donc la PBOC, elle file du pognon au monde entier, donc les indices américains sont gonflés de liquidités acheté à crédit, enfin de crédit chinois. Donc le crédit chinois, s'il implose, c'est le monde entier qui, enfin ce sera probablement une nouvelle crise financière pour le monde entier. Donc à surveiller de très près, mais je vous l'ai dit, ça fait partie des très gros risques qui nous pendent au nez pour les prochaines années. Donc attention aux injections de liquidités de la Chine. Je pense qu'il ne faut pas être à l'achat sur les indices chinois pour cette simple raison, puisqu'on atteint des niveaux de liquidité dangereux, des niveaux de défaut sur les crédits chinois qui sont déjà à un stade où normalement on devrait déjà voir rouge, mais vraiment très très rouge. Mais pour l'instant, le marché garde confiance. Donc tant que le marché a confiance, la bulle de crédit continue. Vous l'avez dit, une bulle de crédit, c'est un Ponzi, enfin, c'est un petit Ponzi basé sur la confiance. Donc tant que les gens continuent d'acheter ce crédit en le considérant comme viable, il n'y a pas de souci. Et tant que les gens ne retirent pas le cash des positions achetées avec ce crédit, il n'y a pas de problème. Mais le jour où les gens vont vouloir retirer le cash des positions achetées à crédit, s'il n'y a pas de nouveaux acheteurs à crédit suffisants pour payer les prises de profit des autres, le Ponzi s'effondre sur lui-même. Voilà, c'est toujours pareil. Donc je vous dis attention à la bulle de crédit. Si les marchés se mettent à baisser, là franchement il suffit qu'on fasse 5-10% de baisse sur les marchés chinois et c'est terminé. Parce que le défaut de crédit est déjà à l'ordre de 7%. Donc voilà, là 10% de correction sur les marchés chinois, c'est l'effondrement de la bulle de crédit. Et ça, la Banque centrale le sait probablement, et c'est pour ça qu'ils continuent d'injecter des liquidités. Puisque là, si ça baisse en Chine, c'est terminé et c'est l'éclatement. Donc je pense qu'ils font tout pour soutenir le malade qui est déjà en fin de vie. Mais évidemment, je vous dis, c'est un danger parce que ça ne fait qu'injecter toujours plus de liquidités et rendre le cataclysme, qui est inévitable de toute façon, beaucoup plus dangereux à venir. Donc voilà, toujours pareil, mais on garde un œil côté chinois. Je vous dis, la hausse de ces taux interbancaires est très dangereuse et c'est un signal de fin de vie d'un marché d'OPE de crédit. Maintenant, attention, tant que le risque ne se généralise pas, il n'y a pas d'inquiétude quel qu'il soit, il faut juste garder un œil. Moi, j'ai pris des positions spéculatives agressives contre ça, pensant qu'on pourrait matérialiser ce risque très rapidement. Pour l'instant, le marché vous montre qu'il n'a pas envie. Voilà. Le fait que je me fasse péter mon stop sur le Hang Seng, c'est typiquement ça que ça veut dire. C'est que le marché, là, il préfère continuer dans la fuite en avant plutôt que de regarder les vrais problèmes. Donc, on est toujours dans ce système de confiance aveugle. Donc, il ne faut pas être vendeur de la bulle de crédit pour l'instant en Chine. Mais évidemment, moi, je ne cherche que des ventes et je vous donnerai les prochaines ventes que je prendrai sur le Hang Seng. Mais j'y vais toujours petit à petit et je n'avais pas mis de levier sur le Hang Seng. Voilà, donc je prends une nouvelle petite perte. Rassurez-vous, le jour où je vais trouver le sommet sur le Hang Seng, ça va me rapporter bien plus que toutes les petites pertes que j'ai données. C'est bien le principe. Voilà, donc évidemment sur les autres actifs asiatiques, c'est plutôt la même chose. Donc sur le JPN, qui est pour moi plus fébrile, c'est probablement sur lui que je retaperai bientôt à cause du yen. Mais pareil, là aussi j'attends. Et le Shanghai Composite, même chose. Mais donc voilà, pour l'instant prudence. Voilà, quand vous voyez qu'on rouvre et qu'on fait donc 2% sur une journée maraboutou bleu en sommet historique, si vous restez vendeur là-dedans, on a un problème. Voilà. Donc moi je dirais qu'il faut être patient sur les indices chinois. Mais attention, le jour où ça va se casser la gueule, ce truc-là, il y aura zéro soutien bullish. Je vais vous le mettre en weekly. On pourrait même mettre en mensuel pour être plus clair. Mais voilà, quand vous avez un truc pareil, on va mettre en mensuel parce que je pense que c'est... Voilà. Donc, il faut vous dire un truc.
le niveau de liquidité, c'est-à-dire le niveau d'intervention de la Banque centrale chinoise comparé à ici, voilà, on est là. Si jamais la Banque centrale de Chine fait éclater la bulle de crédit, pour moi, on retourne ici. Hein. Donc c'est 70% de baisse. Voilà, 60 à 70% de baisse sur les indices chinois. Donc c'est un crack. Hein. Voilà, un crack chinois. Maintenant, à surveiller. Voilà. Mais je pense que pour moi, le seul vrai soutien qu'on peut payer à moyen long terme sur les indices chinois, c'est cette oblique-là et cette zone de support ici. Donc je dirais, hop, pardon, voilà. Prenez cette zone de volume ici. Moi, je dirais qu'il n'y a que ça ici. Donc ça donne un cluster support par là, mais c'est 60% plus bas. Et voilà, puisque vous voyez ce support-là, ce cycle bullish, il a été travaillé, c'est celui qui a servi de soutien en 2016. Donc là, en gros, pour moi, c'est on baisse ici, on remonte un peu, on fait le dead cat bounce, c'est un peu comme comme je vous le défends sur le Bitcoin. On baisse un premier coup, on remonte sur le dead cat bounce et c'est l'éclatement de la bulle de crédit. Là, voilà, même chose que ça. On chute un bon gros coup violemment. Moi, c'est celui-là que je veux essayer de choper là en vendant par là. Hein. C'est ça que j'essaye d'attraper pour pouvoir du coup mettre un levier de gros dingo ici, mais sans prendre de risque. Ouais, parce que si vous attendez que ça tombe, vous mettez là et que vous mettez un fort levier, vous prenez le risque qu'on ne soit pas du tout dans un éclatement de bulle. Par contre, si vous arrivez à choper le point haut comme moi ici, moi je pourrais passer à levier 1 ou 2 et à baisser mon stop au prix de revient unitaire sans prendre de risque. Et derrière, si le marché me chasse, je ne gagne rien. Par contre, si le marché s'effondre derrière, je vais prendre le gain du siècle. Quoi. Mais voilà, pour l'instant... Prudence, je dirais prudence. Mais regardez, soyons pragmatiques, on est bien dans un cycle bearish, ok? Et regardez où elle est la target sine wave, elle est là. Ça veut dire qu'on est dessus, on est sur la target sine wave d'un cycle bear. Donc là, sine wave, il ne nous dit pas bull trend là, hein, il nous dit bearish pour l'instant. Donc à voir jusqu'où on pourra aller. Mais moi, j'ai plutôt tendance à penser que là... si on échoue dans les zones actuelles, c'est plutôt parti. Voilà. Après, je vous dis, la deuxième solution, c'est emballement. Voilà. C'est-à-dire la PBOC qui continue la fuite en avant, qui donne toujours plus de liquidité au marché. Et dans ce cas-là, on n'en serait que là. Et il y aurait encore 2-3 mois de phase d'accélération complètement débilos, avant évidemment un éclatement derrière. Hein. Voilà. Mais c'est les deux scénarios. Voilà. Soit on échoue maintenant et le marché perd confiance dans le crédit chinois, et je vous dis, c'est inévitablement le cataclysme, parce que derrière, vous pouvez imprimer de la monnaie et du crédit. Si les gens derrière n'achètent pas ce crédit, c'est terminé. Voilà. Donc tant que les gens ont confiance en la liquidité chinoise et qu'ils achètent ce crédit gratuit, ça marche. Voilà. Et on alimente la bulle. Le jour où ça commencera à chier dans la colle, ça deviendra très rapidement assez sanglant. Voilà, donc le risque chinois, je vous l'ai dit, à considérer pour cette année 2018, maintenant, on peut très bien considérer qu'on ne veut pas voir ces risques et à continuer dans la fuite en avant au niveau des marchés globaux, hein, tout comme le marché américain peut très bien s'enfoncer dans une bulle lui aussi. Hop. Allez, pardon. Bon, mais de toute façon, j'ai fini à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc voilà. Donc petit résumé. Donc je pense qu'on va entamer des phases correctives sur les indices en général et cette fois à entamer un correctif plus puissant sur la zone US. Donc j'ai toujours un doute sur l'appréciation récente de l'euro. Je suis baissier sur l'ensemble des contrats obligataires européens et américains. Donc je vends du Bund et je vends des T-bonds. Je suis acheteur de VIX jusqu'à la zone des 15-16. Enfin, je pense qu'on va casser dans un premier temps la zone des 15-16. Je prendrai un premier profit. Donc rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, sur les indices américains, je vise une première phase de baisse. Pardon, on va repasser en daily. Je vise une première phase de baisse, un repli, donc je verrai un VIX au-dessus de 15 qui casse sa résistance, puis qui se replie et je revendrai le VIX. Donc je le jouerai en deux temps le VIX. Je ne vais pas le tirer là maintenant jusqu'à la zone des 30. Donc il y aura un profit partiel ou intégral selon mon appréciation sur le VIX que je vous détaillerai dans les prochains jours évidemment quand on aura entamé ces retracements. Les indices chinois, je reste donc sur la touche pour l'instant tant que la confiance est maintenue dans la bulle de crédit. L'orce d'or, je reste puissamment acheteur sans aucun risque pour l'instant. Le N-Gaz, un profit partiel fait ce matin. Je me positionne à nouveau sur un repli ou un franchissement de la résistance qu'on a trouvé ce matin. L'euro-yen, je reste à la vente jusqu'à preuve du contraire. Ah oui, le GBP. Voilà. Il y a donc le GBP dont on n'a pas parlé. Voilà, donc le GBP, je suis emmerdé par cette structure de prix. Je ne sais pas trop à quoi elle ressemble. Ça me semble assez bizarre en termes de structure, mais bizarre, mais intéressant. Voilà.
Donc, on est là par contre dans un marché qui s'apprécie très bien. On est dans un marché en crabe, ce que j'appelle, c'est-à-dire impulsion, forte consolidation, mais faible niveau. Mais en fait, voilà, consolidation au-dessus du support précédent à chaque fois, mais on retrace profondément. Vous voyez, c'est pas une fuite en avant comme on a par exemple sur les marchés américains où il n'y a pas de consolidation. C'est impulsion à plat, impulsion à plat, impulsion à plat. Ça, c'est ce que j'appelle par contre un marché qui risque l'effondrement au bout d'un moment parce que c'est une structure de prix très faible. C'est un canal, c'est bien, mais il n'y a pas de retracement au sein du canal. Donc en fait, on accumule des positions à levier, c'est-à-dire qu'on augmente ces leviers. Voilà. Allez, je termine l'émission du coup sur quelque chose de pédagogique qu'il faut que vous compreniez. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un marché en fuite en avant, parce qu'on ne propose pas de fort niveau de retracement. Et donc du coup, on fait quoi? Enfin, comment se trouvent positionnés les investisseurs là-dedans? Ben, en fait, ils buy the dip, 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 mais comme ils font jamais de prise de profit, ben, en fait, ils font buy the dip, augmentation de levier, augmentation de levier. Donc en fait, vous avez une augmentation de l'exposition aux actions américaines qui est progressive, mais qui du coup augmente les leviers des investisseurs sur ce marché-là. Ce qui fait que ça, quand ça se met à baisser d'un coup, bah, tout le monde est un petit peu fermé et ça fait porte de saloon. C'est-à-dire que d'un coup, pouf, la liquidité, elle devient inexistante puisque tout le monde veut sortir en même temps. Et tout le monde était surexposé en termes de levier. Donc il y a toujours une séance de panique, une séance de sell-off dans ce genre de marché. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'on peut avoir un pouf, voilà, un gros décrochage sur les marchés US, un bon -3 d'un coup, hein, voilà. Explosion du VIX, et derrière, on se calme, on retrouve de la liquidité. Voilà. C'est pour ça que je pense ça. Mais je n'ai pas du tout le même schéma, si vous voulez, sur ce type de marché, graphiquement parlant. Si on devait repartir à la baisse, ce marché-là a construit sa hausse. Vous voyez, ça pour le coup, on est dans un marché. Graphiquement, c'est la même chose. On est dans des canaux haussiers, donc c'est des structures de prix assez fortes, qui permettent de durer assez longtemps. Le canal, je vous le rappelle, c'est la structure de prix la plus solide pour tenir un mouvement tendanciel longtemps. Donc pour moi, on est au sein de ce canal sur le GBP. Bon, voilà, on va le mettre comme ça. Enfin bon, bref, vous avez compris le principe. Donc c'est plutôt un canal. Qu'est-ce que j'ai supprimé là? Ok. Voilà, on est donc dans un canal à la hausse. Maintenant, est-ce que vraiment on va breaker? Moi, pour le moment, Sinewave ne donne pas de break. Il ne donne pas de breakout. Le dernier cycle, il me le met acheteur. Le dernier cycle est un cycle vendeur faible. C'est-à-dire que là, on est acheteur faible, vendeur faible. Donc j'ai envie de dire, comment on fait? C'est plutôt acheteur quand même, puisque jusqu'à preuve du contraire, la tendance est plutôt acheteuse. Mais est-ce qu'il y a vraiment un potentiel haussier? Je ne sais pas. C'est ça qui m'inquiète un peu sur le GBP. Est-ce qu'on est vraiment là parti pour aller ouvrir les 1,47? Si j'ai un breakout haussier en daily, oui, mais dans ce cas-là, je veux une grosse bougie haussière qui arrive à clôturer donc sur des plus hauts sous forme de marabouzou, et un sine wave qui détecte ça comme une bougie de breakout. Bon, je connais mon sine wave, donc je peux vous le dire. Si on a une bougie qui accélère là mais il faut une belle grosse bougie avec un bon gros corps. Si on a, voilà, mettons un truc comme ça, sine wave le détectera comme un breakout. Donc si j'ai un breakout haussier, je pense que cette fois ce sera le bon. Voilà. Celui-là, je vous avais fait part de ma non-sensibilité à ce signal-là. Je n'avais pas envie de l'acheter, celui-là. Je pense que par contre, si on en a un ici, je le prendrai. Voilà. Cette fois, celui-là, je le prendrai, mais pour l'instant, je ne l'ai pas, et ça m'invite à penser que c'est pas encore mature comme truc. Donc si ça retombe, je vous dis, le GBP, je suis acheteur, hein, évidemment, mais j'ai un doute quant au fait que ce soit déjà parti. Voilà. Si c'est parti, j'achèterai du GBP en fond de portefeuille, parce qu'il faudra avoir un gros stop. Dans ce cas-là, je pense que je prendrai ratio 1 pour 1, puisque je pourrais rentrer que par là, moi, hein, donc après la grosse bougie. Donc soit je vise 7% et je mets un stop d'autant, soit je ferai rien. Mais je pense que je vais quand même acheter du GBP si évidemment on se retrouve dans ce cas-là. Mais je veux une confirmation sine wave d'abord. Donc en gros, vous l'aurez compris, on a le break là en horaire, mais je veux qu'on l'installe en daily. Si vous voulez, le break horaire là, il est tellement avancé en termes de stade que là, à la limite, on se positionne sur le pullback. Voilà, c'est-à-dire à la limite, je vais mettre une alerte au pullback. Voilà, je vais faire ça. C'est tout ce qui me reste à faire en fait, je pense. Ok. Ah merde, ok, je dois avoir un problème de réseau. Je mets en pause. Hein.